ça assez brièvement, quelques interrogations qui circulent dans notre société, puisque ces dernières 40 années, on a progressé ou transgressé, en tous les cas, un certain nombre de choses quant à l'origine et à la constitution d'un être humain. Je vais donc vous donner quelques éléments, surtout pour vous exposer un peu la situation, et puis ensuite laisser un peu de temps à la discussion, puisque je dois vous quitter impérativement à 7h45. Mais sachant que vous partez pour Moscou demain matin. Voilà. Donc, en fait, vous savez, rien n'est plus joli que l'annonce d'une grossesse, surtout quand elle est désirée, bien entendu. Ou en tous les cas, quand elle est assez importante comme celle-ci, l'ange Gabriel vient annoncer à la Vierge qu'elle va être enceinte, qu'elle est enceinte. J'aime beaucoup cette diapo parce que vous voyez déjà que dans le mouvement de la Vierge, il y a en même temps une espèce de quelque chose d'incroyable, qu'elle reçoit un cadeau, mais en même temps, le mouvement des mains montre que c'est pas si simple que cela. Elle hésite un peu. Et les faits qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas les médecins gynécologues, nous ne sommes pas des anges Gabriel. Ça se fait un peu plus, on va dire, simplement par un coup de fil qui dit qu'il y a une hormone qu'on appelle l'HCG qui est positive et qui signale qu'il y a un début de grossesse. Qui dit début de grossesse ne dit pas encore l'arrivée. On sait d'où on part, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on arrive. Et on va voir qu'il y a un certain nombre de difficultés. Alors en fait, la reproduction humaine a été beaucoup fantasmée et finalement, ça fait très peu de temps que l'on connaît un certain nombre de choses et encore, beaucoup de choses ne sont pas explicitées. Tout d'abord, en XVIIe siècle, on pensait, et la théorie de Mileti Pouperus, non pas parce que demain je vais à Moscou, mais parce que c'était la théorie que dans toutes les ovaires des femmes existait toute l'humanité depuis la naissance de Ève. Elles s'emboîtaient les unes des autres jusqu'à le temps présent. Et puis il a fallu qu'un tisserand qui cherchait au microscope à mieux voir les fibres découvre, enfin avec un système optique, invente finalement le microscope, c'est Anthony von Leeuwenhoek. Et à ce moment-là, bien sûr, on va passer tout au microscope. C'est la mairie. Donc si vous regardez cette petite photo un peu mieux, là, si on agrandit un peu d'un spermatozoïde, on voit que c'est dessiné un petit bonhomme qui prend ses genoux avec lui et qui peut dire qu'à un moment donné, une théorie masculine et dire qu'en fin de compte, l'humain était contenu chez les spermatozoïdes, c'était l'homme qui était responsable, la femme n'était là que pour réchauffer la marmite et permettre le développement. Le micro, oui. Que pour permettre le développement, mais que c'était surtout l'homme qui était le responsable. Alors, est venu quand même avec le progrès justement des sciences, le fait que la fécondation, c'est un spermatozoïde qui rentre dans un ovule qui est d'une taille beaucoup plus importante que lui, comme vous voyez ici. Bien entendu, ceci est imagé, puisque normalement, il y a des centaines, voire des milliers de spermatozoïdes qui sont autour, mais il y a un phénomène qui est assez extraordinaire, qui est que dès qu'un spermatozoïde rentre à l'intérieur, il y a comme un phénomène de pont de vie, qui fait que pour tous les autres, ils ne peuvent plus rentrer. Donc cette régulation qui fait qu'un seul spermatozoïde va rentrer dans l'ovule est assez étonnante, mais finalement elle est la préservation de l'espèce. Pourquoi ? Parce que vous êtes, et nous sommes faits de 46 chromosomes dans nos cellules. 46 chromosomes, c'est 23 plus 23, 23 masculins, 23 féminins. Et s'il y a plusieurs spermatozoïdes qui rentrent, comme ça arrive de temps en temps, dans l'ovule, eh bien, il n'y a pas de nombre 46 voulu, on a des anomalies de développement. Donc, la fécondation, finalement, c'est le mélange de 23 chromosomes qui sont la moitié des 46 que nous avons chacun, avec une autre moitié de 23,
masculin, féminin, en tous les cas, jusqu'à maintenant. En fait, ce dessin que je vous montre ici, il est simplement pour vous dire que c'est extrêmement complexe, la fonction ovarienne. En effet, pensez que les femmes naissent avec tout le capital des ovules qui vont exister au cours de leur vie, une fois pour toutes. C'est dès la naissance. Que la machine va se mettre en marche au moment de la puberté, à l'âge de 13 ans, à peu près, et jusqu'à la ménopause, à l'âge de 52-54 ans. Donc, pendant une période limitée, alors que les autres organes vont vivre jusqu'à 80 ans et plus, donc pendant une période limitée, vous avez cet organe qui n'est pas très grand, il y en a deux en plus, qui sont donc à l'intérieur de l'abdomen de la femme, qui contiennent l'ovule, les ovules, qui vont donner lieu à en moyenne 2-3 enfants. Ce qui veut dire que sur ces millions d'ovules qui existent à la naissance, il n'y en a qu'à peu près 400 ou 500 qui vont venir, je dirais, se produire à l'éventuelle rencontre d'un spermatozoïde. Donc c'est déjà assez étonnant sur ce million d'ovules qu'il y ait cette sélection qui se fasse. Et cette sélection, comme vous le voyez sur ce schéma, elle est très complexe parce qu'elle dure 3 mois. Alors je vous passe les détails des hormones responsables de l'accroissement de ce follicule dans lequel se trouve l'ovule, pour que vous compreniez bien. Vous voyez ici donc le follicule qui est comme un raisin. Et puis le grain de raisin, c'est le LHR, vous voyez. C'est ce petit ovule qui est à l'intérieur. Au moment de l'ovulation, ça va s'ouvrir et l'ovule va sortir, aller dans les trompes et éventuellement rencontrer un spermatozoïde s'il vient à passer par là. Alors, qu'est-ce qui se passe en 78 jusqu'à là, donc les conceptions se faisaient comme je viens de décrire, un rapport sexuel, l'émission de spermatozoïdes, la rencontre au moment de l'ovulation. Encore une fois, cet ovule chez la femme, je vous rappelle simplement la base, c'est que les règles, c'est le début du cycle, le milieu du cycle, vers le 14e jour, il y a cette ponte ovulaire, et il faut donc se retrouver avec un homme pour qu'il y ait une chance de fécondation. Et puis ensuite, on attend 15 jours jusqu'à ce que le cycle suivant revienne. Donc, tous les follicules sont dès la naissance. Certains vont être poussés jusqu'à l'ovulation et éventuellement rencontrer donc un spermatozoïde. Qu'est-ce qui se passe en 78 ? Eh bien, en 78, il y a la première naissance de la petite Louise Brown en Angleterre qui a été conçue différemment. C'est-à-dire qu'il y a des spermatozoïdes toujours, des ovocytes toujours, un rien au moins. Sinon, on est une piratée. Voilà, tant pis, vous verrez en petit. Donc, il y a toujours, mais la rencontre ne s'est pas faite à l'intérieur de l'organisme, elle s'est faite à l'extérieur, in vitro, au laboratoire. Ça donnait lieu à un développement embryonnaire, et ce développement embryonnaire va permettre donc la naissance d'un enfant. Vous voyez ici, la méthode utilisée, c'est qu'on endormait la femme, on regardait à l'intérieur avec une caméra, et on allait ponctionner l'ovule, et parfois sous anesthésie locale, maintenant on fait par voie vaginale. Vous voyez l'ovaire qui est ici avec ses follicules parce qu'elle est stimulée, et on va recueillir plusieurs ovules pour les soumettre à la fécondation in vitro. Voilà l'image que cela donne en échographie. Ça, c'est un ovule naturel, sans stimulation. Et là, vous voyez, il y en a 5, 6 ou plus parfois, lorsqu'on donne un traitement adapté qui va essayer de pousser les follicules pour essayer d'avoir plus de chances d'avoir un ou plusieurs embryons. Donc, c'est déjà cette stimulation qui nécessite de l'autre côté des spermatozoïdes, dans lesquels on s'est rendu compte, comme vous le voyez, ils ont parfois une vacuole, un petit rond à l'intérieur sur la tête. Ils ne sont pas tous normaux. Il y en a beaucoup qui sont produits, et ça, je veux dire, ça se renouvelle à chaque fois chez l'homme. La différence, encore une fois, chez la femme, c'est que c'est une fois pour toutes, dès la naissance. Chez l'homme, c'est tous les 3 mois, il y a une spermatogénèse, et une nouvelle qui se fait. Et donc, vous avez là des centaines, des milliers de spermatozoïdes, voire des millions,
et un seul va être l'heureux élu. Quand faut-il qu'il soit normal? Voici quelques images d'un ovule tel qu'on le recueille au niveau du microscope. Vous voyez sur l'image qui est en haut à droite, vous avez à l'intérieur de l'œuf, vous avez deux ovules, deux petits ronds qui vont être en fait les chromosomes masculins et féminins, les 23 chromosomes qui vont se mélanger. À partir de là, c'est la fécondation, c'est-à-dire qu'il y a l'apport des 23 masculins et des 23 féminins. Et ensuite, 2 jours après, ça se divise, et 3 jours après, vous avez déjà 4 cellules, et très vite, on va voir un stade ultérieur. Voici par exemple, sur cette image, un embryon humain de 6 jours, sur l'image en haut et à droite. Une fois qu'il est mis dans la cavité utérine, vous voyez qu'il s'ouvre, c'est comme un petit poussin qui sort de son œuf. Il va casser sa coquille, sortir de sa coquille. On est au 6e jour post-fécondation, et vous le voyez ici, il est dans l'utérus, et il va s'agripper et s'implanter, si tout marche bien, il va glisser sous ses vagues pour y rester 9 mois. Donc c'est assez étonnant, si vous voulez, cette image qui pendant des années n'existait pas, bien entendu, puisque c'était que la conception naturelle, et encore, il y avait plein d'idées de travers sur la conception naturelle, la possibilité donc de concevoir in vitro et d'avoir donc un embryon humain. Alors, vous voyez un embryon humain au 5e jour, quand vous regardez en haut et à droite, avec cette image, vous voyez qu'il y a une espèce de bouton un peu en haut, vers 11 heures, une petite masse à l'intérieur, il y a du liquide en bas, et puis on a des cellules qui bordent cet embryon. Donc, clairement, il n'y a pas de quoi penser que c'est une poupée Barbie. Hein. C'est un embryon humain, c'est moi qui vous le dis, vous pouvez me croire. Mais je veux dire, ça ne représente pas anthropomorphiquement un humain, bien entendu. N'empêche qu'il y a tout ce potentiel. Le potentiel est là, et les cellules qui sont comme ça, qui bordent, vont donner le placenta. Et le bouton dont je parlais, la petite masse qui est un peu centrale, va donner lieu à l'embryon. Et à ce moment-là, retenez bien ça, à ce moment-là, ce sont des cellules souches. C'est-à-dire que toutes les cellules de l'organisme dont nous sommes faits sont ici, à part qu'elles sont souches. C'est-à-dire qu'elles sont encore à l'origine de ce qu'elles vont être. Et certaines vont se diviser dans une lignée, d'autres dans une autre lignée, d'autres dans cette lignée. Les mécanismes, c'est encore une thématique passionnante. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce soit les os, les cheveux, la peau, etc., le foie, tout vient de ces cellules souches. Peut-être on reviendra sur la fin sur l'utilisation des cellules souches telle qu'elle peut être envisagée indépendamment des problèmes de reproduction. J'arrive toujours trop tard. Alors, le problème que nous avons en tant que médecin dans la reproduction humaine, c'est que les résultats ne sont pas si extraordinaires que cela. Si vous avez un jeune homme de 30 ans et une jeune femme de 28 ans qui désirent un enfant, en fait, ils vont exaucer leur souhait dans 25% des cas. C'est-à-dire que chaque cycle, même s'ils ont des rapports au bon moment et s'il n'y a pas eu d'altération quelconque, de maladie dans les mois qui précèdent, eh bien ça ne marche pas loin de là à tous les coups. Parce qu'il y a énormément d'anomalies. Dans cette rencontre des 23 chromosomes que j'évoquais, il y en a souvent qui font défaut et qui fait que beaucoup de ces embryons qui sont effectivement fécondés à un moment donné, après l'ovulation, ne vont pas s'implanter. Ou bien vont s'implanter mais pas longtemps. C'est ce qu'on appelle des fausses couches. Et il y a des femmes qui ont quasiment des maladies abortives, c'est-à-dire qu'elles n'arrêtent pas de faire fausse couche sur fausse couche. Et il est possible que la majorité de ces embryons ne vont pas jusqu'à
au final, parce qu'il y a des anomalies chromosomiques, justement, toujours ces 23 et 23 que je vous rabâche depuis le début. Les anomalies, elles peuvent être portées soit du côté féminin, soit du côté masculin, et ça aboutit donc à des embryons qui ne sont pas tous destinés à s'implanter. Et ça, c'est un énorme problème parce que lorsqu'on regarde un embryon in vitro, eh bien, il peut avoir toutes les caractéristiques d'un embryon correct, mais en fait, il est vicié à l'intérieur et il ne va pas s'implanter. Aujourd'hui, on a la possibilité, je vais vous montrer tout à l'heure, d'avoir des informations. Il faut encore que, disons, la législation suive, l'autorise de le faire, ce n'est pas le cas en France. Alors vous me direz, bon, ce mode de fécondation, mais pourquoi est-ce qu'on l'a inventé finalement? Ça marchait quand même pas trop mal jusqu'à là. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a plusieurs causes d'infertilité. Et la première des causes qui a motivé les recherches, que ce soit par les équipes anglaises ou les nôtres, ça a été le fait que, je ne vous ai pas mis l'image, mais vous allez le comprendre, donc pour que la rencontre se fasse entre ces gamètes, entre l'ovocyte et le spermatozoïde, il faut un lieu. Ce lieu, c'est la trompe. C'est la trompe qui aboutit à l'utérus, qui lui va être le nid. Et donc, la plupart des situations qui nous bloquaient, c'était lorsque la trompe était infectée ou elle avait éclaté sous le fait de ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse qui se développe au niveau de la trompe pour se diffuser dans l'utérus. Alors, les infections en plus étaient liées dans les périodes 70 à post-68 à une libéralisation des comportements sexuels, une absence de précaution parce que le sida n'existait pas, les maladies sexuellement transmissibles n'étaient pas très bien connues, donc il y avait peu d'utilisation du préservatif, et donc il y avait beaucoup de ce qu'on appelle le sapingite. Je dis toujours pour les internes que nous étions à l'époque, à chaque garde, nous avions une femme qui venait en garde, une ou deux qui avaient une infection à l'intérieur du ventre liée à cette sapingite. Aujourd'hui, cela n'existe plus, fort heureusement. Donc, on est dans une situation où la première question, c'est ben, puisqu'il n'y a pas de lieu pour la rencontre, on va le faire à l'extérieur. Ensuite, on s'est rendu compte que parfois, des hommes avaient très peu de spermatozoïdes. Et qu'il y a un rapport à peu près reconnu par tout le monde, qu'il faut 5 millions de spermatozoïdes pour qu'il y en ait au moins un qui pénètre. Donc on est aussi, bon, c'est un peu statistique hein, ce que je dis, mais ça veut dire qu'il y a des hommes qui produisent très peu de spermatozoïdes, voire même qui n'en produisent pas du tout. Et donc dans ces cas-là, le problème a été de faire ce qu'on appelle une injection intracytoplasmique, c'est-à-dire, je prends une photo après qui va vous montrer ce que c'est. Voilà. C'est ici, vous voyez, ça c'est l'ovule, tel qu'il est recueilli, au microscope, c'est bon. Ah, c'était... Oui. Et donc, vous avez ici, donc, vous voyez une aiguille qui rentre à l'intérieur, qui contient à l'intérieur un spermatozoïde. Et on va injecter le spermatozoïde, puisqu'il y en a très peu. Oui, mais ça, c'est pas bien, c'est pas mettre le zoom. En fait, il faut couper le wifi, sinon ça va recommencer. Mais ça fait rien, j'ai oublié l'habitude. Vous êtes comme ça. Non, pas comme ça, parce qu'on ne voit rien. Si on peut revenir là. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, vous avez un spermatozoïde qui est à l'intérieur, qu'on a été prélevé, qu'on va déposer là et qu'on va se retirer. C'est-à-dire que des fois, on va prendre les spermatozoïdes dans les testicules, on en prend un seul et on le met dans l'ovocyte, ça s'appelle ici, c'est une injection intracytoplasmique. Tout ça pour vous dire que d'abord c'était les trompes, ensuite c'était les hommes qui n'avaient pas suffisamment de spermatozoïdes, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui avaient des troubles de l'ovulation, bien sûr, qui n'ovulaient pas correctement, et puis il y a une maladie qui vraiment nous casse la tête, moins qu'aux femmes, mais ça s'appelle l'endométriose, et qui crée des douleurs, et qui crée, je dirais, des gènes à la survenue d'une grossesse, on va en parler tout à l'heure. Et donc, on a vu progressivement, dans les 10 premières années, s'étendre, si vous voulez, les indications
de ce type de traitement, qui était initialement, comme je le disais, proposé d'abord que pour les causes tubaires et masculines. Et puis, dans l'année 92, là, vous voyez, c'est un embryon humain, donc qui est déjà au 5e, 6e jour, avec plein de cellules, parce que ça va très vite, c'est à partir de ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? La pipette de gauche, vous voyez un peu là, aspire, elle le maintient simplement fixé, et il y a une autre pipette là qui va rentrer par un petit trou de la membrane qu'on a fait ici, que vous voyez sur le bord droit, et qui va aspirer ce qu'on appelle des plasmomères, c'est-à-dire 2 cellules. Alors vous me direz, non, on enlève 2 cellules sur 6, c'est énorme. Effectivement, c'est énorme, mais l'embryon se développe, lui, très vite, il récupère ces -2 cellules. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les cellules? Eh bien, dans les cellules, les plasmomères qu'on va prendre, ici et ici, il y a ce qu'on appelle le noyau, et donc il y a toute la génétique. C'est-à-dire qu'on peut analyser, pendant ce temps-là, pendant que l'embryon, lui, est mis de côté, on va analyser de savoir s'il y a par hasard un trait génétique particulier. Alors ça, c'est surtout valable, par exemple, dans des maladies comme la mucoviscidose, comme la thalassémie, comme des maladies neurologiques dégénératives. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce qu'on appelle un diagnostic pré-implantatoire. L'embryon est tout dehors, il est au laboratoire, on va prélever une cellule, on va pouvoir faire le diagnostic, et on va décider, bien sûr, de ne remettre l'embryon, celui-là, par exemple, que si on a montré qu'il n'y avait pas d'anomalie chromosomique. Mais dans un couple dont on sait qu'il a un risque de transmission génétique, on peut avoir plusieurs embryons et ne prendre que ceux qui n'ont pas de risque de développer la maladie dont est victime l'un ou l'autre des parents. Donc, on change, vous voyez, qu'on est passé des problèmes mécaniques, tubaires, des problèmes masculins, et là, on est sur des couples qui ne sont pas infertiles, qui sont fertiles, mais qui ont un risque de transmettre une maladie génétique. Donc, on change complètement d'indication. Et progressivement, les techniques évoluant, on va se trouver avec aussi une autre situation, c'est la congélation. Alors la congélation, c'est-à-dire suspendre dans le temps le développement, que ce soit des spermatozoïdes, aujourd'hui des ovules, et à ce moment-là, c'était des embryons. Donc là aussi, c'est quand même une situation très nouvelle. C'est la possibilité de fabriquer, donc, entre guillemets, in vitro des embryons, de les mettre à -196 et de les garder 1 an, 2 ans, 10 ans, jusqu'à leur donner la possibilité de se reprendre et de se développer et de donner un bébé. Pour l'instant, le record, je crois que c'est 20 ans. Alors, la congélation, on la connaissait depuis déjà 20 ans auparavant, d'abord chez les animaux, et ensuite pour les spermatozoïdes. Pour l'homme, conserver les spermatozoïdes, ça avait été développé et c'était utilisé dans les années 70 par des banques de sperme. Parce que, pourquoi y avait-il des banques de sperme? Il y avait des banques de sperme parce que, si vous voulez, il n'y avait pas d'alternative autre que le don de gamètes, il n'y avait pas la fécondation in vitro. Et donc, certains ont pensé qu'on pouvait utiliser un sperme de donneur, donc d'un homme qui donnerait son sperme mais pas son identité, et qui permettrait donc au couple infertile du fait d'une stérilité masculine d'avoir un enfant. Alors, vous imaginez bien, entendu, le choc idéologique que cela a fait. Néanmoins, le professeur David, qui d'ailleurs vient de décéder il y a 3 semaines, a donc, dans les années 70, créé la première banque de sperme, le premier sécos, et qui ensuite a SCB, il y a 2 sécos à Toulouse, un privé et un public, et il y a donc une possibilité de congeler les gamètes et qui, à la décongélation, reprennent leur activité et leur fonction. Et puis on a ensuite, donc dans les années, ici en 84 en particulier, en Australie, on va congeler les embryons. Et on va
va se rendre compte qu'on peut décongeler, les laisser simplement revenir, et qu'il va y avoir donc une remise en état de l'embryon qui peut s'implanter. Alors évidemment, ça ouvre, si vous voulez, tout un tas de films de science-fiction, d'un côté, mais aussi de possibilités médicales. Pourquoi? Parce que quand on a voulu stimuler pour essayer d'avoir plusieurs embryons pour avoir plus de chances pour le couple, plutôt qu'un seul qu'on n'avait pas toujours, eh bien, on s'est trouvé avec, si on remettait tous les embryons, il y avait des grossesses multiples, des catastrophes. Parce que, évidemment, 3, 4, ça ne va pas jusqu'au bout et ça donne des grands prématurés. Donc, si on met un ou deux embryons, que faire des deux autres que l'on a? La congélation a été développée pour cela, pour pouvoir conserver les embryons et donc répondre à la question du couple de créer une famille, pas tout de suite, pas tous en même temps, mais dans le temps, en conservant donc les embryons. Évidemment, rien n'est simple, c'est-à-dire que quand tout va bien, mais quand le couple n'est plus là, quand le couple se sépare et qu'on a des embryons, qu'est-ce qu'on fait des embryons? Parce que vous imaginez que dans un laboratoire, eh ben, il y a 10% des couples qui soit ont eu leur plein d'enfants, parce que c'est ça aussi, hein, ils ont eu 2-3 enfants, mais il leur reste encore des embryons. Ou bien, je dirais, un couple qui s'est séparé. Ou bien un couple dont le mari en particulier est décédé, puisqu'on va discuter peut-être tout à l'heure de l'insémination dite post-mortem. Et donc, il y a dans toutes ces questions qui ont été posées, on voit bien que la technique et les indications existaient, mais qu'il fallait très vite qu'il y ait une réflexion sur le plan éthique. Et d'ailleurs, ça a été un peu la création d'une éthique sur une grande échelle. Qu'est-ce qui s'est passé donc en France avec la naissance d'Amandine, qui a été la première, comme vous le rappeliez, la première enfant qui est né après cette conception in vitro? Eh bien, le président de l'époque, c'était François Mitterrand, a créé le Comité national d'éthique en nommant 40 personnes qui étaient chargées de réfléchir sur les différentes conséquences, et il existe toujours, et vous le savez, sans doute, il a remis l'année dernière son rapport personnel et il a mené une campagne de participation pour que les gens s'expriment, en particulier pour la PMA, mais pour l'euthanasie, pour différentes situations. Donc, quelle était la volonté de la société? On est dans une atmosphère participative, on va dire, et donc d'écouter et de voir est-ce que la loi qui va en découler va coller avec la société telle qu'elle est. Donc, vous voyez, des avancées scientifiques pour répondre à différentes situations, des réflexions éthiques à un moment donné. En particulier, il y a eu toute cette discussion, qu'est-ce que c'est qu'un embryon? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une potentialité de personne? Est-ce que ce n'est qu'un amas de cellules? Donc ça a été les grandes discussions qui ont eu lieu au comité national d'éthique, où j'ai eu l'honneur de faire partie, et donc d'écouter tous les arguments des uns et des autres. Et donc la conclusion du comité national d'éthique a été de dire qu'un embryon humain, c'est une potentialité de personne, et donc on va tout faire pour d'abord le respecter surtout le désir des parents. Mais lorsque les parents n'ont plus de désir, ou ne sont plus là, ou ne peuvent plus poursuivre ce projet parental, alors se pose la question des problèmes éthiques que ça pose. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'embryon? Donc les embryons, on peut les conserver, on peut les détruire à visée scientifique, ou on peut les donner à un autre couple. Donc c'est pas du don de sperme, c'est pas du don d'ovocytes, mais c'est la possibilité donc de les donner. Alors ça pose un tas de questions sur lesquelles il faudrait peut-être lui poser quelques points. Donc, dans ce développement scientifique, comme je le disais, de l'ICSI, on est passé au diagnostic préimplantatoire pour des causes génétiques. On a surstimulé les femmes pour essayer d'avoir une fois des ovules, mais la fécondation in vitro, c'est un chemin de croix, hein, c'est pas facile du tout. Et on arrive à des hyperstimulations, comme vous voyez ici, avec des ovaires à l'échographie, avec plein de follicules, et parfois des complications, parce que les femmes peuvent tordre les ovaires, ou bien avoir des épanchements. Donc c'est pas si simple, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il faut
avoir une stimulation qui permet d'avoir un nombre de follicules, mais pas trop, sinon on peut avoir des complications. Bien entendu, autour de toutes ces nouveautés et toutes ces transgressions, il faut bien parler de transgression, l'idée, comme vous le voyez ici, des médecins alchimistes qui fabriquent de l'humain, et en plus on voit bien que parallèlement à tout ça, un certain nombre de choses se passent avec les machines, le transhumanisme, donc on est questionnés les uns les autres, et les sociétés sont questionnées. Il y a d'un côté le développement technique, la connaissance de la génétique, et puis des barrières, on va dire, des règles de comportement qui sont en train de changer, en particulier, puisque vous savez qu'on en parle beaucoup actuellement, est-ce qu'une femme, on va parler des causes sociétales tout à l'heure, après avoir abordé, donc jusqu'à présent un peu survolé, les causes médicales proprement dites. Donc, il y a un certain nombre de questionnements, comme dirait Picasso. Alors, les questions de société, à partir du moment où ces techniques existent, même si elles sont contrôlées, d'ailleurs, à ce sujet, je dirais qu'en France, depuis 40 ans, on peut dire qu'on a été très bien contrôlé, puisqu'il n'y a pas eu de scandale autour de la PMA, comme on l'a vu dans le monde, en Angleterre en particulier, et dans beaucoup de situations des pays du monde. On est le seul pays à avoir, d'une part, commencé par le comité éthique, après il y a d'autres pays comme le comité éthique, à l'image de la France, et puis, mais surtout, une loi dont la première a été en 1994, la deuxième en 2002, la troisième en 2011, et la quatrième qui va se discuter cette année, si les choses ne changent pas, et serait donc validée pour la fin de l'année. Alors, vous comprendrez qu'à chaque fois repasser au Parlement autour de ces questions-là, alors que les autres pays ne font pas comme ça. Les autres pays ont donné des lignes générales, et puis ensuite ce sont des décrets, ce sont des ministères qui s'adaptent. En France, c'est très politique, et ce qui veut dire que souvent, les débats qui ont lieu sont sur le fond, bien entendu, mais sont aussi politiques. Et ce qui explique qu'actuellement, on a beaucoup d'interdictions, et qu'il y a un décalage, en tous les cas la France a un décalage par rapport à d'autres pays européens, par rapport à ce qui est possible de faire ailleurs et ce qui n'est pas possible de faire chez nous. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire tout? Non, sûrement pas, mais en tous les cas, chaque point se discute. Alors, le premier point qui est en cours de discussion, comme vous le savez, ce sont les femmes seules. Femmes seules, ou bien seules en couple homosexuel-femme. Ça pose un certain nombre de questions, pas sur le plan technique, vous l'avez compris, on sait faire, encore que les résultats en général ne sont que de 25 à 30%, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ce n'est pas non plus une baguette magique. Les arguments pour la femme seule, c'est de dire mais la femme seule a le droit de concevoir, de toute façon elle peut descendre, pas descendre, aller rencontrer quelqu'un et être enceinte, sans d'autres engagements. Ce n'est pas une interdiction, on n'a pas de police morale. D'autre part, les femmes seules ont le droit d'adopter un enfant. Donc ça veut dire qu'élever un enfant, une femme seule, c'est même possible également par l'adoption. Les couples homosexuels femmes, à partir du moment où on ouvre la porte à une femme seule, qu'elle soit seule ou en couple homosexuel momentané, définitif, transitoire, ne va pas changer énormément. Ça va changer pour l'enfant. Donc il faut se poser la question de comment est-ce qu'un enfant va être élevé dans un couple de femmes homosexuelles ou bien dans une situation d'une femme seule. Ça, ce sont des thématiques qui interrogent, bien entendu, mais on voit bien aussi que cette situation, elle existe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher cette situation, puisque une femme, à partir du moment où elle est enceinte, elle a le droit d'être avec une autre femme, et surtout aujourd'hui avec le mariage pour tous. Le don. Alors je disais que le don de sperme, c'était quelque chose qui avait été proposé dès les années 70. Le don d'ovocytes, c'est-à-dire de prendre des ovocytes d'une autre femme et de les féconder avec le sperme de son conjoint,
c'est quelque chose qui s'est développé assez rapidement, il y a une trentaine d'années. La France autorise le don d'ovocytes sous une forme gratuite et anonyme. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas connaître le nom de la femme ni de l'homme qui aura le donneur ou la donneuse, il ne peut pas retrouver son identité, et c'est un des thèmes qui est discuté, à savoir est-ce qu'il est logique qu'un enfant ne puisse pas connaître des informations sur son origine. Et il y a toute une discussion, parce que vous savez, si vous suivez un peu la presse, qu'il y a des enfants nés par don de sperme qui ont cherché à connaître le géniteur, comme ils disent, et qui ont même retrouvé par la génétique aux États-Unis l'homme qui avait fourni le sperme. Les mères porteuses, c'est encore autre chose. C'est la possibilité pour une femme, puisque, si vous voulez, juste m'arrêter un instant, dans le don d'ovocytes, vous êtes bien d'accord que la femme va porter un enfant qui est à moitié d'un quelqu'un d'autre qui est l'homme, comme toujours, mais aussi d'une autre femme, sur le plan chromosomique. Et pourtant, elle va quand même développer cette grossesse. Elle ne va pas la rejeter sur le plan du rejet immunologique. Donc, c'est des situations médicales qui sont assez intéressantes. Et du coup, il a été proposé que des mères, enfin des femmes, portent des enfants qui ne sont pas d'elles sur le plan chromosomique et qu'elles ne connaissent pas sur le plan masculin, qu'elles jouent simplement les porteuses. Alors, bien sûr, ça pose un certain nombre de problèmes éthiques en particulier, parce que cette pratique est très commercialisée. Elle n'existe pas. Autant le don de gamètes, de sperme, voire d'ovocytes, comme la France l'a montré, il existe de façon gratuite. Autant les mères porteuses, c'est un système commercial qui se passe beaucoup dans les pays de l'Est, dans les pays asiatiques et aux États-Unis, en particulier en Californie. Donc ce sont des débats là aussi sur le financement du corps de la femme, ou sous son exploitation, et aussi sur le fait que les mères porteuses sont séparées ensuite de l'enfant qu'elles ont accouché, et que ceci n'est pas non plus sans créer certaines difficultés psychologiques, voire des perturbations qui peuvent être importantes. Autre thématique, la congélation ovocytaire de convenance. En effet, je vous ai parlé donc du stock ovocytaire dès la naissance pour toutes les petites filles et de leur fin programmée autour de la ménopause. Simplement, avant la ménopause, 10 ans avant, il commence déjà à y avoir du cafouillage. C'est-à-dire que si vous prenez la probabilité d'une femme de 25 ans, 30 ans, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un enfant, elle est de 25 à 30% naturellement. Si vous prenez la même probabilité chez une femme de 40 ans, il ne sera plus que de 2 à 4%. Donc, la fertilité baisse terriblement avec l'âge. Et certaines femmes qui ont non seulement acquis le droit de vote, comme tout le monde depuis 45, mais aussi une profession, décident de retarder leur projet d'enfant, d'être mère. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'âge de la première grossesse est autour de 30 ans. Et comme vous savez que donc, à partir de 40 ans, on commence à être dans les vraies difficultés, vous voyez qu'il n'y a plus que 10 ans pour concevoir. Donc les choses vont assez vite, et pour peu qu'on n'ait pas rencontré de prince charmant ou qu'on ait d'autres objectifs, et on arrive très vite dans la zone difficile. Donc, un certain nombre de jeunes femmes disent, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne congèle pas des ovules qui sont, je dirais, alors que j'ai 33 ans et que tout va bien, j'ai 34 ans, et je les utiliserai dans 3-4 ans. Si je ne fais pas ça, dans 3-4 ans, j'aurai 30-40 ans, et là, par contre, ça va être la difficulté, je vais recommencer les fécondations, enfin, commencer, mais recommencer parce que ça ne va pas marcher, les fécondations in vitro. Donc pourquoi est-ce que je ne congèlerai pas les ovocytes, mes ovocytes? Alors, aujourd'hui, c'est interdit en France, ça ne l'est pas dans beaucoup de pays. Les
les mères porteuses aussi, hein, c'est interdit. Et que l'anonymat et la gratuité du nom. Dans la congélation des ovocytes de convenance n'est pas autorisée, sauf si on a un cancer. Les femmes qui ont un cancer ont le droit de conserver leurs ovocytes pour penser à des jours meilleurs une fois qu'elles vont récupérer. Ou bien si elles décident d'être donneuses, d'en donner une partie et de garder pour elles. Donc, cette situation, personnellement, me semble totalement injuste et pas correcte. Et c'est pour ça que j'ai limité, on va dire, pour qu'on permette aux Françaises de congeler leurs ovocytes si elles le souhaitent, encadrer, bien entendu, conseiller, pas faire tout et n'importe quoi, pas croire que c'est la panacée universelle, ça marche à tous les coups, mais en tous les cas, discuter et envisager parfois de le faire, plutôt que de ne pas le faire, puisque un homme, par exemple, qui est un militaire qui va partir en mission, peut très bien demander à conserver son sperme dans un laboratoire. Il suffit de faire une ordonnance et l'homme peut conserver son sperme, la femme ne peut pas conserver ses ovocytes aujourd'hui. Donc vous voyez que beaucoup des points que je viens de balayer posent un certain nombre de questions de société, et ce qui explique que voilà, la discussion donc, va se renouveler, et elle nécessite quelque chose qui est important, c'est que les choses se développent au point de dire qu'aujourd'hui, un enfant pourra avoir 3 ou 4 mères et un ou 2 pères. Je m'explique. Il pourrait y avoir une femme qui donne ses ovules, mais une femme qui donne son noyau et une femme qui donne ce qui entoure le noyau. Parce qu'il y a des maladies qu'on appelle des maladies mitochondriales qui entourent le noyau. Et on pourrait très bien avoir 2 femmes qui participent biologiquement à un nom. Les unes pour l'ADN, c'est-à-dire le chromosome, et l'autre pour les mitochondries. Une 3e femme qui pourrait porter un enfant, et une 4e femme qui, issue de tout ce cheminement biologique, pourrait décider, enfin se proposer à élever l'enfant. Les hommes, il peut y avoir un donneur, et il peut y avoir un homme qui va être le père de cet enfant. Je ne parle pas des pères spirituels et d'autres interventions dans un moment où il y a aussi pas mal de remariage, pas mal d'évolution, ce qui fait que les familles ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient précédemment. Alors, pour encore ajouter un peu de sel, on a donné des ovocytes, on a donné des spermatozoïdes, on a donné des embryons, on peut aussi donner son utérus. Ça, c'est assez étonnant, parce que, si vous voulez, l'utérus, autant l'ovaire, il est lié au phénomène de l'âge, comme je l'expliquais, c'est-à-dire qu'il arrête de fonctionner autour de 48-50 ans, en tant que tel. Autant l'utérus, lui, qui est un muscle, peut porter un enfant jusqu'à très tard. Je crois que le record, c'est 72 ans. Et il se trouve qu'il y a des situations où des petites filles qui naissent, eh bien, n'ont pas d'utérus. C'est ce qu'on appelle la maladie de Rokitansky, et c'est à peu près 1 sur 7000 naissances de filles où il manque un utérus. Mais elles ont des ovaires. Donc l'idée a été proposée en particulier par l'équipe suédoise de dire, puisqu'il y a des greffes de tout, hein, de cœur, de foie, j'en passe, pourquoi ne pas faire une greffe d'utérus qui n'est qu'un muscle? Alors, à partir d'une personne décédée, comme le don d'organes le propose souvent, ou bien à partir de quelqu'un de la famille, d'un donneur connu, et en l'occurrence de la maman. C'est ce qui a été fait en Suède, il n'y a pas longtemps. Et ils ont eu le droit de faire 10 cas. Et sur les 8 femmes pour lesquelles la greffe d'utérus a marché, qui pour la plupart, l'utérus qui venait de leur mère, âgée en moyenne de 55 ans, c'est
dire donc que les victorieuses de 55 ans sont fonctionnelles, elles ont accouché. Il y a 9 enfants qui ont accouché, c'est une qui est venue déjà 2 fois. Donc par cette méthode, que depuis les choses se développent, il y a des naissances aux États-Unis, il y a des naissances au Brésil, et il y a 2 équipes françaises qui travaillent dessus. Donc vous voyez que ce point-là aussi peut aussi poser des questions, savoir est-ce qu'il y a pression, pas pression, est-ce qu'il y a une liberté de donner. L'avenir un peu plus lointain, c'est que, je vous rappelle, au tout début, j'ai commencé la conférence en parlant de cellules souches. Et les cellules souches, elles peuvent donner tout. Mais elles peuvent donner aussi des spermatozoïdes. Elles peuvent donner aussi des ovules. Et chez l'animal, on a déjà créé des gamètes artificielles avec une descendance. C'est-à-dire qu'on peut penser que d'ici 20 ans, on saura fabriquer des spermatozoïdes ou des ovules qui sont fonctionnels. Je dis 20 ans pour dire quelque chose, ça peut venir plus vite. Voilà d'ailleurs l'expérience chez les animaux, les petites souris ou qui sont nées. Et vous savez qu'à partir aussi de l'embryon, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Je vous ai dit que l'embryon avait ses cellules souches et qu'on pouvait très bien recréer à partir d'une cellule adulte. On pouvait recréer soit en la modifiant génétiquement, soit en introduisant une autre partie du génome d'une femme plus jeune. On peut recréer un embryon. En un mot, si je prends la peau de M. Costa, je vais prendre son noyau, je vais l'enlever, je vais prendre un noyau, je vais garder la cellule, je vais mettre le noyau d'une jeune femme et on va recréer, je dirais, un embryon. Donc c'est aussi un phénomène qu'on appelle le clonage, qui existe de plus en plus chez l'animal, qui n'existe pas chez l'homme, sauf les Chinois qui visiblement travaillent dans ce domaine et posent un certain nombre de questions, là aussi, éthiques. D'ailleurs, on voyait la photo. Alors, est-ce qu'à force de vouloir prédire qu'est-ce que sera l'enfant à l'âge adulte, est-ce qu'on va accoucher déjà d'un homme déjà fait, un amour, on va essayer de savoir quelque chose sur lui dans son devenir, c'est une des questions. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on va rediscuter, et on discute, puisque le Parlement vient de donner son rapport, qui va servir au projet de loi sur la PMA, donc c'est tout de suite là maintenant. La question est peut-être à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui est en adéquation avec notre société, mais aussi, est-ce qu'il y a des règles à ne pas dépasser? Alors, chacun peut avoir des règles à ne pas dépasser, bien entendu, chacun a sa philosophie, son idéologie, et c'est difficile de trouver quelque chose de commun. Sauf que, quand même, on est à peu près tous d'accord en France pour considérer que l'exploitation d'une personne à son profit n'est pas quelque chose de recommandé. De façonner un enfant à sa façon de voir à l'avance n'est pas non plus quelque chose de recommandé. Donc il y a des lignes rouges qui doivent, à mes yeux, en tout cas, là je vous donne ma position, par exemple interdire les mères porteuses pour les raisons suscitées, mais par exemple autoriser l'autoconservation, car je ne vois pas ce qu'il y a de délétère et pour qui. Et donc, peut-être que la question est à se poser à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est délétère? Et pour qui est-ce que c'est délétère? Avant d'accepter ou de ne pas accepter une nouvelle technique, une nouvelle proposition, puisqu'on parle bien entendu de l'humain, et que c'est quelque chose de suffisamment précieux pour que tout en même temps développer et offrir des horizons positifs à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou des situations, et en plus avec le développement des connaissances sur le bien-être de l'enfant, mais aussi de ne pas faire tout et n'importe quoi à son propre profit. Voilà quelques informations que je vous dire. Je vous remercie de votre attention.
va poser la première question. Bon, ne précipite pas. Si. Bon, je pose la deuxième question, donc. Est-ce que dans tout ce temps que vous avez passé en tant qu'à la fois praticien et théoricien, vous avez observé un rapport qui se modifiait dans le fait d'être parent-enfant? C'est-à-dire, est-ce que la société finalement a répondu à ces performances techniques en changeant son rapport à l'enfant? Est-ce que vous l'avez, dans votre carrière qui est un petit peu longue quand même, est-ce que vous l'avez mesuré ça? Écoutez, il y a toute une atmosphère quand même pro-enfant qui est soutenue par certaines idéologies, par certaines aussi, industries, hein, qui n'arrêtent pas de promouvoir l'enfant, qui fait que l'enfant roi, et la connaissance un peu de l'enfant parfait, cette idée-là a émergé un peu, avec la connaissance du sexe. Vous voyez, je veux dire, de plus en plus, les zones qui étaient des zones d'ombre sont devenues un peu plus éclaircies, et des possibilités d'intervention. Pas forcément d'intervention, parce que savoir que c'est un garçon et une fille à 3 mois, ça ne changera pas, comme je leur dis d'ailleurs souvent. De toute façon, on n'a rien changé, hein, ça évolue. Mais oui, il y a quand même si vous voulez, il y a deux choses que je ressens, mais peut-être c'est un peu biaisé par mon métier. D'abord, c'est une revendication du droit à l'enfant. De dire, en plus, comme ces techniques sont remboursées par la Sécu, écoutez, voilà, j'y ai droit, donc même si j'ai aucune chance, faites-le. Vous voyez un peu ce genre de situation. Et puis, une espèce de... ça, c'est pas tout à fait la traduction du tronc, mais c'est surtout le développement de la médecine anténatale, l'échographie, tous les éléments qu'on peut connaître, c'est en tous les cas la préoccupation justifiée, que l'enfant soit pas victime de quelque chose de grave, mais aussi qui peuvent aller sur des notions qui sont pas forcément graves, qui sont secondaires. Donc, on est quand même dans une ambiance où le droit à l'enfant et la demande de l'enfant parfait existent. Je ne dis pas qu'elle est réalisée, mais la plupart, comme j'ai la chance non seulement d'être à ce bout de la chaîne, mais à l'autre bout, c'est de faire des accouchements encore quelques-uns, comme on a beaucoup fait, reste quand même que dans la majorité des cas, voilà, c'est le bonheur intégral, au moins à ce moment-là. Après, les enfants, c'est autre chose, mais au moins à ce moment-là. Donc concrètement, oui, il y a une évolution. D'abord, les femmes, c'est beaucoup plus tardif. Donc une réflexion, et puis c'est un enfant, théoriquement, quand je veux, ce qui n'est pas vrai, mais ce qui est quand même théoriquement, c'est-à-dire que le désir d'enfant, c'est modulé. Avant, il y avait quand même beaucoup d'enfants qui arrivaient, qui n'étaient pas forcément acceptés, plus ou moins. Aujourd'hui, il y a donc un enfant qui est programmé dans une vie qui est beaucoup plus encadrée, avec des connaissances sur le développement de l'enfant lui-même et sur ses capacités à soi-même. Voilà, donc oui, il y a une évolution en protestant. Bonsoir. Je voudrais savoir, à l'heure actuelle, en France, que deviennent les embryons surnuméraires qui ont été congelés? Quel est leur devenir? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? En fait, quand un couple a eu des embryons, ils sont surnuméraires parce qu'ils ne sont pas utilisés, soit parce qu'elle est enceinte et qu'elle attend, ou bien parce qu'elle a mis un terme. Donc, il y a des embryons surnuméraires. Chaque année, le couple reçoit une information en demandant qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent conserver toujours les embryons? Il faut juste qu'ils payent les embryons pour conserver, parce que ça coûte un tout petit peu d'argent, c'est rien du tout. C'est une façon aussi de garder contact. Soit ils demandent à ce que l'embryon soit détruit, purement et simplement. Soit ils demandent à ce que l'embryon soit détruit, mais acceptent le principe qu'il y ait des recherches qui soient faites sur ces embryons qui vont être détruits. Soit ils
ils acceptent que ces embryons soient donnés à un autre groupe. D'ailleurs, la première naissance d'un don d'embryon de ce type-là, ça a été à Toulouse. Voilà, c'est les 4 possibilités. Alors, ceci étant, ça pose des questions à beaucoup de tranchées. Et on s'aperçoit qu'on a à peu près 20% des embryons surnuméraires qui n'ont pas de destinée. C'est-à-dire que les couples reçoivent des lettres, des partent, mais il n'y a pas de retour. Ils n'arrivent pas à se décider. Peut-être que, vous voyez, c'est pas ça. Pour l'instant, alors on les garde, voilà, et du coup, après, il y en a qui s'inquiètent en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, il y a trop d'embryons dans les laboratoires. C'est vrai, puisqu'il y a des embryons qui sont... Alors, à un moment donné, la loi avait dit qu'au bout de 5 ans de non-contact, malgré tous les effets, le laboratoire avait le droit de les détruire. Comment simplement sans les donner, puisqu'il n'y avait pas de volonté affichée, ni sans les étudier, puisqu'il n'y avait pas de volonté affichée. Et puis ensuite, à la loi de... Ça, c'était au début. Et puis à la loi de 2003, certains ne voulaient pas qu'on touche aux embryons, des députés, j'entends. Et donc, on fait lever cette durée de 5 ans. Oui, j'avais 2 questions. Une concernant le don à un couple, éventuellement d'un embryon. Ne peut-on pas considérer ça comme une adoption au stade embryonnaire, finalement? Deuxième question, nous avons, je crois même, dans la Constitution, le principe de précaution. Alors, on peut voir le tableau que vous avez dressé, là, montre que techniquement, on peut faire n'importe quoi. Ceci dit, quand même, le retour affaires, on le saura peut-être que dans 30 ans, quand les enfants issus de ces techniques ont fait comme on va dire à ce moment-là. Il y aurait tout ça quand même maintenant un principe de précaution à respecter ici. Alors, je commence par la deuxième. Le principe de précaution, c'est quand même quelque chose qui est très présent en médecine, peut-être pas suffisamment dans certains secteurs, bien entendu. Il faut toujours trouver l'équilibre entre les préoccupations des incertitudes que l'on peut avoir de tel ou tel développement, mais c'est aussi bien valable dans le traitement de ceci, dans le traitement de cela, et en même temps la nécessité et la volonté d'innover. C'est-à-dire que, par définition, toute innovation a une part d'inconnu. Si on connaissait déjà la réponse, c'est pas la peine d'innover, d'accord? Donc toute innovation, c'est un risque avec un risque. Il faut peser le pour et le contre et voir surtout quel est l'avantage de proposer ceci ou cela. Donc, par exemple, on a fait passer le micro, oui, moi j'ai connu toutes les questions qui étaient posées en disant mais comment on va les enfants, etc. Alors, c'est vrai, on ne peut pas répondre. Pourquoi vouliez-vous qu'on réponde en disant mais non, les enfants sont tout à fait normaux, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas. Simplement, c'était, écoutez, on a une part d'inconnu. Est-ce que vous préférez rester dans cette situation ou avancer? Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas, il ne faut pas le masquer, mais on ne peut pas demander de répondre à la question avant d'avoir commencé. Voilà, c'est ça qui est un peu complexe. Sauf que, bien sûr, il y a par exemple, on peut aussi estimer, par exemple, moi personnellement, le principe de précaution me fait refuser très nettement la gestation pour autrui. Parce que, si vous voulez, j'estime que la probabilité de perturbation du psychisme de la femme qui porte et qui est mise de côté ensuite, par rapport aussi au fait de commercialiser son corps, est suffisamment délétère pour prendre une décision de refuser. Pas besoin d'expérimentation pour ça. Et pour d'autres situations, enfin voilà, mais ça c'est ma position, on va avoir notre point de vue. Donc voilà, principe de précaution, oui, mais en n'oublions pas qu'il faut prendre un certain nombre de risques d'inconnus si on veut innover, sinon on n'avance pas. Et si on avait mis le principe de précaution au début de la fécondation, on ne l'aurait pas fait. On n'aurait pas pu le faire, ça c'est clair. La première question que vous aviez, c'était
c'est une forme d'adoption embryonnaire, au stade embryon, à vos décès. Bonsoir. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous avez mis en place et contribué à mettre en place, parce que ça correspond effectivement à une énorme avancée technologique et scientifique qui correspond aussi à la société actuelle mouvante sur le sujet de l'enfant, je pense particulièrement. Maintenant que tout le monde a bien conscience, je pense, de ces avancées-là, tout le monde a connaissance des FIV entre autres. J'ai l'impression qu'on tombe un peu dans le travers que vous avez fait tout à l'heure, à savoir que tout le monde pense que c'est facile, que ça marche à tous les coups, qu'un enfant quand je veux, s'il veut, etc. Est-ce que vous avez l'envie, vous avez eu l'envie, est-ce que vous avez les moyens d'une campagne nationale qui communiquerait là-dessus en disant attention quand même, chères femmes et chers hommes aussi, parce que c'est une question de couple, de décider qu'on reporte l'idée d'un enfant. Voilà, est-ce que c'est pas le moment en fait aujourd'hui de se dire communiquons là-dessus, parce qu'en fait on est un peu conscient des difficultés derrière. Alors vous avez tout à fait raison, et ça rejoint tout à fait mes préoccupations. Concrètement, j'ai proposé, et je ne sais pas si ça sera accepté, si vous voulez, d'abord qu'il y ait une information correctement faite. Parce que vous savez, quand nous voyons des femmes de 40 ans, 41 ans qui viennent nous voir pour une catastrophe, on leur dit, enfin, vous savez, ça baisse avec l'âge. On dit, ah bon, mais vous ne savez pas, moi j'ai vu Paris Match, voici voilà, il y a une telle qui a 48 ans qui a des jumeaux. Enfin bon, sans dire que c'est du don. Hein. On sait bien que c'est du don aussi. Voilà. Alors, tout ça pour dire que il me semble qu'il y a un rôle d'information. Par exemple, vous savez que pour le dépistage du cancer du col, par les frottis, le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon pour les hommes comme pour les femmes, nous recevons les uns les autres, nous recevons une feuille de l'assurance maladie qui fait de la prévention. Et moi j'ai suggéré, si vous voulez, un âge que je peux décider, mais enfin moi j'ai pensé que 33 ans c'était bien, l'âge de 33 ans, que les femmes reçoivent une information écrite, chaque femme, disant, attention, la fertilité baisse avec l'âge. Et ça signifie quoi? Ça signifie que soit il faut mettre l'accélérateur, soit il faut rencontrer le prince charmant un peu plus vite que prévu, soit il faut mettre des ovocytes de côté, soit en tous les cas, attention, la fécondation in vitro dont on parle beaucoup, tout ça, n'est pas la panacée universelle, elle ne marche pas à tous les coups. Alors, vous voyez, un système comme ça qui serait véritablement, je dirais, qui atteindrait tout le monde. Comme pour les exemples que j'ai pris, qui marchent très bien d'ailleurs. Donc il faut faire quelque chose, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe en consultation? On dit, oui, mais docteur, je ne savais pas, on ne m'a pas dit. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Souvent on a dit, mais on n'a pas entendu. Juste quelle a été votre réponse, enfin quelle a été la réponse qu'on vous a faite? Est-ce que c'est en cours du coup Non, c'est simplement, non, je vous invite à aller dans les grands débats. Non mais c'est vrai, c'est fait pour ça. Essayons de faire passer des choses. Plutôt que de se battre sur tel ou tel truc, on peut effectivement dire qu'il faut une information en médecine sur ce genre de choses. Donc aussi, au moins l'information. Bon, nous avons le temps pour peut-être deux questions. Si on a le temps pour deux questions. Deux questions, et après je file. Pas de réponse. Rien de tel pour couper. Non, vous avez une demande. Est-ce que vous pensez que dans un futur proche ou lointain, ne se fera plus que des grossesses extra-utérines? Il n'y aura plus de grossesse extra-utérine? Oui. Est-ce que par commodité ou pour quelque raison que ce soit, on arrivera à une source? Est-ce que c'est possible d'après vous? D'après moi, non. Vous savez que, par exemple, on pourrait penser que dans la fécondation in vitro, le fait qu'on remette l'embryon dans ce sens-là et qu'il n'arrive pas par en haut dans la trompe, ça mettrait à l'abri, mais pas du tout. Il y a quand même 1-2% de grossesse extra-utérine, parce que les embryons, ils cheminent et ils se déplacent. Donc non, là vraiment, la seule façon, c'est de boucher les trompes, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, tant qu'il y a une conception, pour l'instant, il y aura des fausses couches et il y aura des grossesses extra-utérines. Le moins possible, dépister tôt, traiter bien, mais non, je ne suis pas aussi optimiste que ça. Voilà, écoutez, s'il y a des suites, on suit par... Dernière question.